Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, dans ce nouvel épisode de notre saison Les poupées russes de la biodiversité, je vais vous présenter aujourd'hui les orchestres de la biodiversité, c'est-à-dire les ensembles d'espèces que l'on peut observer dans un milieu donné. En effet, il est évident que, selon les caractéristiques de ce milieu, l'humidité, la température, la lumière, on observera en ce lieu un assemblage original d'espèces qui forment avec ce milieu ce qu'on appelle un écosystème. Cette diversité des écosystèmes est répartie de manière extrêmement inégale sur la planète. On observe une concentration d'écosystèmes très riches en biodiversité, tant en termes de nombre d'espèces que d'originalité, dans un nombre restreint de lieux qu'on appelle les points chauds. Ils sont situés pour la plupart en zone intertropicale, comme par exemple dans la forêt amazonienne ou dans les îles du Pacifique, mais aussi sur le pourtour de la Méditerranée qui n'a pas été atteint par les dernières glaciations. A l'inverse, les écosystèmes tempérés, et surtout ceux des hautes latitudes, apparaissent moins riches en espèces et sont constitués souvent d'espèces à très large répartition géographique, comme dans les forêts de Sibérie ou du nord de l'Amérique. On recense ainsi une vingtaine d'espèces d'arbres pour l'ensemble de la forêt canadienne, alors que la forêt de Guyane française, qui est 20 fois plus petite, en compte plus d'1 millier. De même, on a recensé en Guyane plus de 500 espèces de poissons d'eau douce, alors que la France métropolitaine, 7 fois plus grande, n'en compte qu'une centaine. Cette grande richesse de certains écosystèmes concerne-t-elle tous les groupes d'animaux ou de végétaux ? La réponse est oui. On dit souvent que la biodiversité appelle la biodiversité. Je vous citerai l'exemple du mont Nimba, en Guinée. La grande richesse en figuier, avec 31 espèces recensées, s'accompagne d'une grande diversité d'insectes qui dépendent des figues pour leur reproduction, mais qui assurent en retour la pollinisation des figues. On en dénombre 113 espèces. En Provence, par contre, où il n'y a qu'une espèce de figuier, on n'observe qu'une seule espèce de ces insectes, une petite guêpe qu'on appelle le blastophage. Faut-il protéger les écosystèmes ? Est-ce qu'il ne suffit pas de veiller à conserver, dans différents lieux, les espèces qui les constituent, pour reconstituer si nécessaire un écosystème disparu ? Les scientifiques s'accordent pour défendre l'option d'une conservation globale, incluant celle du milieu. Ils avancent pour cela 2 arguments. Les individus d'une espèce donnée peuvent présenter des caractéristiques originales, propres à cet écosystème. On a observé par exemple dans l'ouest des États-Unis des espèces de truites qui ne se croisent pas entre elles dans la zone où elles sont toutes les deux présentes. Mais lorsque l'on transfère des individus de l'une des espèces dans une zone où seule l'autre est présente, on va observer des croisements, car les 2 espèces ne se reconnaissent pas comme 2 espèces différentes. Un autre exemple de cette coadaptation des espèces dans un écosystème est celui des bousiers australiens. En effet, ceux-ci sont spécialisés dans le traitement des bouses de kangourous depuis toujours, et ils n'ont prêté aucun intérêt aux bouses des vaches qu'ont introduites les colons au XIXe siècle. Il a donc fallu importer des bousiers européens pour faire ce travail.
Pour résumer, les espèces dans un écosystème ne sont pas comme les passagers d'un wagon de métro qui cohabitent de manière fugace sans avoir des interactions notables. C'est pourquoi j'ai choisi cette image d'un orchestre pour évoquer les assemblages d'espèces dans un écosystème. Comme les différents instrumentistes d'un orchestre, les différentes espèces ont appris non seulement à cohabiter, mais à jouer ensemble pour produire une musique originale, différente de celle d'un autre orchestre. Le second argument en faveur d'une conservation globale porte sur la difficulté de juger du caractère indispensable ou non de toutes les espèces d'un écosystème. En effet, on observe souvent dans les écosystèmes, en particulier dans les points chauds dont je vous ai parlé, un grand nombre d'espèces rares, c'est-à-dire représentées seulement par un petit nombre d'individus. Et l'on peut se poser la question, ces espèces rares ne sont-elles pas facultatives pour le bon fonctionnement de l'écosystème ? Mais au contraire, ne jouent-elles pas un rôle essentiel, et encore méconnu, vis-à-vis de certaines propriétés de cet écosystème ? Ces questions sont pertinentes, mais je vais vous décevoir, la science actuelle est bien en peine d'y répondre. Pour prendre une image, j'évoquerai le jeu du Mikado que vous connaissez sans doute. La question « cette espèce est-elle indispensable ?» est analogue à la question « est-ce que je peux enlever ce bâton sans faire tomber le tas ?» Mais dans le cas du Mikado, ce n'est qu'un simple jeu, alors que dans un écosystème, cela peut avoir des conséquences très importantes. À la semaine prochaine, pour vous parler d'un autre aspect de ces relations entre les espèces, les symbioses. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!